Bonjour, je remercie les organisateurs tout d'abord d'avoir choisi le titre de cet exposé. Depuis, je suis appelée voyeuse ainsi que les membres de mon équipe. Et effectivement, par rapport à l'exposé de Jacques, on a une approche beaucoup plus enquête policière vis-à-vis des artistes, des conservateurs, des restaurateurs. Donc on va aller voir la matière que les chimistes ont proposée. On va surtout voir la matière des tableaux anciens, de manière à répondre aux questions des restaurateurs, des conservateurs. Mais ça ne nous empêche pas de travailler avec des artistes dont voici le premier... C'est le premier artiste qu'on a rencontré il y a 10 ans, qui à l'époque fabriquait des glacis selon les techniques des primitifs flamands. Un glacis, pour les scientifiques peu artistes, c'est un certain nombre de couches d'un seul et unique pigment. Là, il nous a fabriqué de 1 à 13 couches d'un oxyde de chrome vert. Et pour faire varier la clarté dans un tableau, on n'ajoute pas un pigment blanc, on varie uniquement le nombre de couches. Ça donne un effet magique et on a l'impression que la couleur est créée par la profondeur de la peinture, de la couche picturale, et non pas en surface. Bon, il y a 10 ans, ça nous a titillé, on a trouvé l'explication scientifique, et puis petit à petit, on a évolué et on a étudié les glacis en couches stratifiées. Donc, on a demandé gentiment à notre artiste contemporain Jean-Pierre Brasse de nous fabriquer 2 couches de glacis, et puis, comme on est voyeur, on est allé à l'ESRF, c'est-à-dire au synchrotron de Grenoble. À l'époque, Soleil n'était pas fonctionnel pour l'héritage culturel. Donc, il nous a fabriqué un échantillon où il y a 2 couches de glacis. On l'a mis à l'ESRF, on l'a fait tourner, on l'a bombardé avec un rayonnement synchrotron. Et grâce à l'analyse d'image, on est rentré à l'intérieur. Vous voyez ici des pigments d'oxyde de chrome et d'ocre. La taille, c'est de l'ordre de grandeur du micromètre. Nous, on avait l'hypothèse qu'ils avaient une répartition aléatoire et des tailles aléatoires, ce qui est complètement vrai. Alors, ces images ont été obtenues par absorption de rayonnement X fournis par le synchrotron. Bien évidemment, ça ne marche pour des éléments lourds comme le chrome et le fer. Ça ne marche aussi puisque l'échantillon doit tourner que sur un petit échantillon. Il est donc totalement exclu d'étudier une œuvre d'art réelle en la faisant tourner comme c'est demandé. Deuxièmement, un synchrotron, ce n'est pas un appareil portable qu'on peut amener dans les musées. Autrement dit, on a essayé de faire aussi bien, sachant que le résultat, c'était ça. Ce n'était pas des images prises de l'introduction de la guerre des étoiles. Donc, pour continuer notre but et servir à l'histoire de l'art, à la restauration, on a essayé de fabriquer de l'imagerie grâce à l'optique et puis d'identifier les pigments, ce que vous avez vu ne permet pas. Avec un cahier des charges qui est surtout pas faire de prélèvement, travailler sur l'œuvre entière, qu'il n'y ait pas de contact entre nos instruments et l'œuvre, que les instruments que l'on développe soient portables, autrement dit qu'on puisse les utiliser dans les musées, qu'ils donnent un résultat en temps réel et non pas au bout de 2 mois ou 3 mois. Et le but final, vous verrez qu'il n'est pas toujours atteint au jour d'aujourd'hui, c'est que l'homme ou la femme de l'art puisse utiliser nos appareils et en déduire des conclusions tout seul, sans besoin d'avoir recours aux scientifiques. Alors, question imagerie, je vais vous présenter 2 techniques que nous développons en ce moment et vous verrez qu'ils sont développées de façon européenne. La première est la microscopie confocale. Le but c'est un microscope classique dans lequel on bouge la position de l'objectif de manière à sonder en profondeur l'échantillon. Ça, c'était un microscope confocal développé par Nanofocus il y a 4 ans en Allemagne. Il était
c'était difficile d'aller mettre une œuvre d'art horizontalement et puis il n'était pas portable. Voilà ce que ça a donné grâce à un projet européen. Ils ont monté le microscope confocal que vous voyez là sur un robot. La première présentation a eu lieu au musée Van Gogh et puis il a été présenté à Paris au Grand Palais l'année dernière dans le cadre de la Ville européenne des sciences. Vous voyez le spot rouge qui est la technique d'analyse et au Grand Palais, les visiteurs, grâce à ce joystick, étaient capables de choisir la position où ils voulaient analyser l'état de surface. Pourquoi développer dans ce cadre d'un projet européen un microscope confocal? C'est pour servir d'empreinte d'une œuvre d'art. Alors pourquoi faire une empreinte? Il y a deux applications, qui est d'abord l'archivage dans les musées, et deuxièmement, Europol est rentré dans notre projet européen parce que c'était un moyen de lutter contre le vol des œuvres d'art. Alors voilà un exemple sur une icône du 19e siècle où on a analysé un endroit bien déterminé où le conservateur savait qu'il y avait un crack. Voilà ce qu'on obtient en imagerie 2D mais en fausse couleur, ou bien en imagerie 3D. Si c'est stocké numériquement, on peut espérer que dans un certain nombre de décennies, chaque musée aura archivé ses œuvres. Nous, on est physiciens et on s'intéresse un peu à la matière. Donc, on a fait, avec le même appareil, on a étudié des échantillons et des œuvres vernies, peintes vernies. L'intérêt du microscope confocal, c'est qu'on est capable de visualiser la première interface entre le vernis et l'air, mais en même temps la deuxième interface sans avoir à enlever le vernis entre le vernis et la peinture. Alors voilà à 2D ou à 3D les images qu'on obtient sur la première interface, l'image qu'on obtient sur la deuxième interface, qui est bien évidemment plus rugueuse. Les tons de gris ici correspondent à des hauteurs. Autrement dit, vous voyez qu'ici on atteint pour la peinture 37 ou 87 micromètres, alors que le vernis va lisser et que la hauteur maximum est beaucoup plus faible. Vous remarquez aussi que c'est un des anciens thésards qui a fait l'échantillon et on voit les traits de pinceau entre deux creux ou entre deux maximums. L'intérêt de traitement du signal, c'est qu'on peut choisir une dimension de son choix pour faire un profil. Et vous avez ici les deux profils sur l'axe horizontal que j'ai choisi, qui était en rouge, et vous avez les hauteurs. Et là, on s'aperçoit de deux choses. Premièrement, quand la peinture était beaucoup plus rugueuse, on monte jusqu'à 15 microns, qu'une fois qu'elle est lissée. On s'aperçoit également que toutes ces oscillations qui sont à haute fréquence sont également lissées par le vernis. Autrement dit, ça nous a donné des idées sur l'étude des nouveaux vernis. C'est en collaboration avec la National Gallery of Art de Washington. Et on a montré sur un certain nombre de vernis, cette fois-ci synthétiques, que plus on diminuait la masse molaire de la résine qui se trouve dans le vernis, et plus ces phénomènes de lissage ou de filtrage des fréquences spatiales augmentaient, et donc plus on obtenait un vernis brillant. L'intérêt des résines synthétiques, c'est qu'à l'heure actuelle, on peut fournir, les industriels fabriquent des vernis dont la brillance va correspondre au désir du restaurateur ou de l'artiste, compte tenu du fait que le phénomène est compris. Ce qui permet aussi de faire en parallèle une étude sur les antioxydants, de manière à ce que les vernis vieillissent sans jaunir si possible. Même mesure, mais cette fois-ci en stratigraphie, en alignant les coupes d'image et en faisant du traitement du signal. Vous avez la première interface entre l'air et le vernis, et en dessous, vous avez la deuxième interface entre le vernis et la peinture, ce qui nous permet, même